Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des turbulences dans la locomotive de Cam Rail. Son président de conseil d'administration et son directeur général contraints de démissionner sous l'effet d'une énorme pression liée aux révélations accablantes de l'enquête sur le drame ferroviaire des ECA. L'étau se resserre autour de ce top management accusé d'avoir ignoré les risques élevés de survenance de la pire catastrophe ferroviaire jamais vécue au Cameroun. À suivre dans ce journal un nouvel épisode du Railgate. Le débat s'enflamme au Sénat après la désignation d'un candidat nommé membre du Conseil constitutionnel. Des parlementaires de l'opposition fustigent 20 ans d'inertie dans la mise en œuvre de l'architecture institutionnelle au Cameroun qui est orchestrée pour maintenir le régime de Yaoundé au pouvoir. Un avis que ne partagent pas des sénateurs du RDPC. Leur regard croisé, c'est à suivre au cœur du chapitre politique de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale avec l'Afrique qui prend position dans une crise diplomatique sans précédent. Plusieurs pays ont décidé de rappeler leur ambassadeur résident au Qatar, un pays de plus en plus isolé et accusé de soutenir le terrorisme dans le monde. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. L'Afrique, à travers de nombreux pays, a choisi de dire son mot dans cet ostracisme du Qatar. Ostracisme impulsé par l'Arabie Saoudite. D'abord l'Égypte, ensuite la Libye, pour ce qui est des pays du Maghreb. Ceux-ci ont décidé de rompre tout lien avec le petit État gazier du Golfe. La Mauritanie a emboîté le pas en rappelant son ambassadeur, tout comme le Sénégal ou encore le Tchad et Djibouti. Le Gabon et d'autres États africains se sont refusés de rompre totalement les relations avec Doha, préférant l'option de la prudence tout en affichant leur soutien aux frondeurs. Tous ces pays reprochent au Qatar son soutien aux terroristes. L'on parle par exemple du dépôt de près de 8 milliards de dollars par le Qatar dans une banque tunisienne il y a quelque temps pour le financement d'Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes présentes en Afrique du Nord. Il est aussi reproché au Qatar la propagation des idées extrémistes et l'entretien des foyers de tension dans de nombreux pays arabes. Cette rupture qui se manifeste à plusieurs niveaux serait selon certains observateurs la résultante des pressions des États-Unis qui voient d'un mauvais œil la trop forte proximité entre le Qatar et certains États dits voyous tels l'Iran. Parlons à présent de l'annonce faite par la présidence du Nigeria qui fait savoir que Muhammadu Buhari sera de retour ce week-end dans son pays après plus d'un mois passé en Angleterre pour un repos médical. La santé du président nigérian qui suscite de nombreuses inquiétudes depuis quelques mois du côté du Nigeria. On en parle dans ce reportage signé Mirabel Mazo. L'état de santé du président nigérian se serait amélioré. Muhammadu Buhari, reparti à Londres en début du mois de mai pour des examens médicaux, pourrait rentrer au Nigeria ce week-end selon la présidence nigériane. Il s'agit là de sa deuxième hospitalisation après celle de mars dernier qui avait fait naître des spéculations. De retour de son voyage à Londres il y a quelques jours, où elle était voir son époux, Aïcha Buhari, l'épouse du président, a fait savoir que ce dernier récupère rapidement et pourrait rentrer ce samedi. Toute la lumière n'a pas été faite sur l'état de santé du président nigérian, mais l'on sait cependant qu'il souffrirait d'une otite, selon la présidence. Âgé de 76 ans, Muhammadu Buhari n'a pas pris part ce dimanche au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Monrovia. Il n'était pas également présent au Conseil des ministres de son pays. Les Nigérians inquiets sur l'état de santé de leur président attendent avec impatience son retour ce week-end. Toujours dans ce chapitre international, des pays africains avouent leur impuissance face à la recrudescence de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Au regard des enjeux géoéconomiques et politiques, l'Union européenne propose des sessions de formation, des appuis logistiques, mais aussi
l'harmonisation des cadres juridiques favorisant le droit de poursuite entre les différents pays, sur les eaux territoriales des différents pays engagés dans la lutte contre la piraterie maritime. Reportage avec Cyril et Joël Essengue. Coup d'accélérateur dans la lutte contre la piraterie maritime. Aux côtés du gouvernement camerounais, représenté par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth, l'Union européenne lance le projet GOGIN, destiné à accentuer les actions de maintien de la paix et de la sécurité dans le golfe de Guinée. Un projet qui permet aux marines nationales d'intervenir sur des actes de piraterie maritime dans un cadre légal de coopération qui permet par exemple à une marine d'un pays d'intervenir sur le territoire maritime d'une autre marine. C'est également un cadre juridique, c'est-à-dire de pouvoir traduire des criminels devant la justice dans un cadre juridique qui est déterminé et qui est commun à un ensemble de pays. C'est par ailleurs un échange de renseignements par des réseaux techniques et c'est enfin de la formation continue de la plupart des acteurs, police, justice, affaires maritimes. Plus concrètement, Expertise France, organe technique de mise en application de la nouvelle plateforme, apportera un appui en termes de logistique, de formation des personnels et d'échange de renseignements entre pays membres du GOGIN, Golfe de Guinée. Et pour ce faire, Expertise France utilisera 3 outils. Le premier outil, c'est une architecture informatique, un réseau informatique physique à base de logiciels et d'ordinateurs qui va permettre à tout le monde d'être connectés ensemble. Ensuite, de faire travailler ces gens ensemble. Beaucoup de ministères sont impliqués dans les affaires de la mer, même si bien sûr on pense tout de suite à l'action en mer, aux navires militaires, etc. Mais ça va bien au-delà. Il faut que tout le monde partage les savoir-faire et une culture commune pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce que l'on va aussi favoriser au travers des exercices et des formations que l'on va proposer à nos partenaires africains. La piraterie maritime, qui se traduit par le trafic de la drogue, la pêche illicite, pour ne citer que ces quelques fléaux, est une véritable gangrène pour les pays membres du Golfe de Guinée. Après Yaoundé, pour le compte de l'Afrique centrale, un autre mémorandum d'entente est annoncé dans les prochains jours avec la CEDEAO. 3 semaines après les révélations accablantes de l'enquête sur le drame ferroviaire d'Ezeka, la locomotive de Cam Rail connaît des zones de turbulence, je vous le disais en titre. Son président de conseil d'administration, Amadou Sali, mais aussi le directeur général, Didier Van der Bord, démissionnent. Des départs plus ou moins liés à ce drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 et le fait que Cam Rail a été cité comme principal responsable de ce drame, l'étau judiciaire qui se resserre autour de ceux qui sont accusés d'avoir ignoré les risques élevés de la survenance de ce drame ferroviaire. Eric Watat et Donald Brice-Kamga évoquent ce nouvel épisode du Railgate dans ce reportage. Du communiqué, l'on apprend que le président du conseil d'administration de Cam Rail, Amadou Sali, qui occupait la fonction depuis 8 ans, a démissionné. Il est remplacé par le nommé Aboubakar Abo, administrateur civil principal précédemment en service au Premier ministère. Aucune raison officielle n'a été donnée sur le départ de ces députés. Le directeur général de la Cameroun Railway, le français Didier Van der Bord, lui également quitte ses fonctions. Il a souhaité se consacrer à l'instruction à temps plein des suites de l'accident ferroviaire d'Ezeka, fait savoir le communiqué de Cam Rail. Didier Van der Bord a été remplacé par Jean-Pierre Morel comme directeur général, apprend-on. Ces démissions interviennent près de 3 semaines après la publication des éléments de l'enquête ouverte après le drame du 21 octobre 2016 à Ezeka. Le contenu du rapport d'enquête relevait alors la responsabilité à titre principal de Cam Rail dans la survenance de la catastrophe ferroviaire qui avait officiellement fait près de 80 morts et une centaine de blessés. De la communication de Cam Rail, l'on apprend par ailleurs que 50% des dossiers ouverts par les familles des décédés du drame ont donné lieu, je cite, à la finalisation d'un accord d'indemnisation. À en croire le communiqué, 75% de blessés ont reçu soit des indemnisations définitives, soit des avancées de fonds, dans l'attente des dossiers administratifs finaux. Au chapitre des biens matériels, Cam Rail fait savoir que 590 personnes ont reçu des indemnisations totales ou partielles.
Le limogeage de Jean-Louis Bemenge à la tête de l'Agence de régulation des télécommunications remet au goût du jour la longévité illégale de plusieurs personnalités à la tête des organismes publics et entreprises parapubliques. Malgré l'existence de certains textes de loi qui limitent à 9 ans leur mandat, plusieurs directeurs d'entreprises parapubliques battent des records de longévité à la tête de ces structures, un enlisement qui, bien sûr, cause de sérieux problèmes sur le plan structurel et fonctionnel des entreprises publiques. Warren Zede et Donald Brice Kamga. Leurs noms ont fini par se confondre au logo des sociétés qu'ils dirigent. 24 ans d'affilée à la tête de la Société nationale d'hydrocarbures, Adolphe Moudiki trône. Bien que physiquement diminué et cité dans les acquisitions de l'avion présidentiel et du bateau Rio del Rey, l'administrateur directeur général de la SNH garde son influence dans les cercles de décision du pouvoir depuis sa nomination au poste en 1993. Depuis septembre 2003, elle tient la Société nationale d'investissement. Avec 14 ans à la tête de la SNI, Yao Aïssatou, baptisée la Dame discrète, a fait du silence sa marque de fabrique. Très effacée de l'espace public, la présidente nationale de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est passée inaperçue. Une discrétion perturbée depuis peu par ses convocations au tribunal criminel spécial. Le TCS qui s'intéresse depuis peu également à David Koto Emane. Le DG de la Cameroun Telecommunication Camtel passe sa 12e année à la tête de l'opérateur public de la téléphonie depuis son arrivée le 24 février 2005. L'une des patates chaudes de l'inamovible DG, c'est le dossier tumultueux de pose du réseau de la fibre optique sur le territoire national. 11 ans de bail pour Mike Ndoping et Jérôme Vanda. Le premier est directeur général de l'Office national du cacao et du café, ONCC. Le second, directeur général de la Société de développement du cacao et du café, Sodecao. Des directeurs généraux et bien d'autres, gardés à leur poste en violation de l'article 47 de la loi du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Cette disposition fixe à 3 ans, renouvelable 2 fois, la durée des mandats des directeurs généraux ainsi que de leurs adjoints, soit une durée maximale qui ne doit excéder 9 ans. Après la désignation d'un candidat à nommer membre du Conseil constitutionnel, le débat s'enflamme à la Chambre haute du Parlement. Des sénateurs s'étripent sur la mise en œuvre de l'architecture institutionnelle. D'un côté, l'opposition fustige 20 ans d'inertie orchestrée au sommet de l'État pour maintenir le régime Biya au pouvoir. Dans l'autre camp, des sénateurs RDPC apprécient la méthode et bien sûr le rythme de construction de la démocratie au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Prévu dans la Constitution de 1996, la mise en place du Conseil constitutionnel piétine 21 ans après. Comme s'agissant du Sénat, qui, je l'ai dit et je répète, n'est qu'un doublon de l'Assemblée nationale, tel qu'il fonctionne. Je dis de la même manière, en l'état actuel des choses, le Conseil constitutionnel n'apportera rien, parce que ce ne sera qu'une Cour suprême double. Je dis, ce sera essentiellement les élus, entre guillemets, du parti au pouvoir. Cet avis n'est pas partagé par les sénateurs du RDPC, même s'ils reconnaissent l'importance d'une institution comme le Conseil constitutionnel. Ils pensent que le président de la République est dans le bon tempo et invite les Camerounais à prendre leur mal en patience. Je pense que le chef de l'État, d'après notre constitution, c'est lui qui définit la politique du gouvernement et par conséquent arrête également le calendrier de la mise en place de nos institutions. Il y a 10 ans, le Sénat n'existait pas. Aujourd'hui, il existe depuis 4 ans. Là. Moi, je dis qu'il trouvera le moment opportun pour le mettre en place. La désignation d'un candidat à nommer comme membre du Conseil constitutionnel était au menu des travaux du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juin dernier.
ce qui est déjà en soi une évolution, à en croire les sénateurs du parti au pouvoir. Sur la question, l'UNDP est plus mesuré en pensant qu'il y a d'autres défis à relever pour améliorer par exemple les conditions de vie des populations. Nous allons jouer pleinement notre rôle d'interpeller le gouvernement sur les principales questions qui touchent au fonctionnement de notre pays, que ce soit le Conseil constitutionnel qui n'est pas encore définitivement mis en place, les autres questions d'actualité qui sont poignantes, qui concernent à la fois la sécurité, l'unité nationale, l'école, toutes ces questions qui préoccupent nos compatriotes aujourd'hui. Pierre Flambon-Gayap est rejoint dans cette posture par Étienne Sonken. Pour le sénateur du STF, la priorité de l'heure serait de doter le Cameroun d'un code électoral, débarrassé des imperfections maintes fois relevées par l'opposition et la société civile. Si le code électoral n'est pas modifié, nous nous attendons à quel changement, à quelle évolution dans notre pays. Ça sera tout le statu quo. Alors, on devait introduire au Parlement un projet de loi tendant à modifier ce code pour qu'on ait une élection présidentielle à 2 tours, pour que pour toutes les élections, qu'on ait le bulletin unique, biométrie intégrale, etc., etc. Voilà qui augure certainement d'une session de juin animée à la Chambre haute du Parlement. Un drame vient entacher le déroulement du BEPC à Bana, dans le département du Honkam, région de l'Ouest. 4 candidates ont assisté impuissantes à l'effondrement d'une dalle sur laquelle elles étaient assises dans leur sous-centre d'examen. Elles se sont retrouvées au fond d'un puits artisanal. 2 sont mortes sur le champ, 2 autres ont pu être secourues, mais leur jour reste en danger. Le récit des faits avec Andine Gagnou, Martin Manguelet et Julienne Berthe-Bissaye. Voici le puits de la mort. C'est ici que Ngatche Tchouchoua Rosalie et Tchouke Florence sont décédées. Les 2 filles étaient respectivement âgées de 14 et 16 ans, élèves au lycée de Bana. Après l'épreuve d'histoire qui devait s'achever à 12h30, les candidats étaient à la pause. Aux environs de 13h, alors que je m'apprête à sortir l'épreuve de l'après-midi, je sens un vacarme inhabituel à l'extérieur. Je crois d'abord à une bagarre. Je sors précipitamment et je croise le censeur qui vient en sens inverse pour me dire qu'on annonce que des enfants sont tombés dans le puits qui a cédé sous les filles. Elles ont dû s'asseoir là. Alors je cours directement vers le puits. Je guette à l'intérieur. Je constate effectivement qu'il y avait 2 filles. Le puits de la mort sur lequel s'appuyaient les élèves était en mauvais état. Il s'agit de la dallette qui recouvrait le puits. Les bordures ont été cassées. Les 2 survivantes, Tianou Tiézé Polisiane et Kompidio Maël Gladys, ont été transportées à l'hôpital de district de Bafan. Les 2 qui sont tombées les dernières sont celles qui ont survécu. Nous les avons reçues, elles avaient des blessures. Il y a une qui a eu un traumatisme crânien. Nous avons réparé les plaies, nous avons suturé les plaies et nous les avons mis en observation. Celle qui a subi le traumatisme crânien est en soins actuellement pour prévenir éventuellement un édème cérébral. L'autre n'a eu que des blessures légères. L'impression de base que nous avons par rapport à ces 2 élèves qui ont survécu, c'est que le pronostic vital n'est pas pour le moment en jeu. Au domicile de l'une des élèves décédées, c'est la consternation totale. Ses parents ne verront certainement plus jamais leur fille, ni écouter leur nom parmi les candidats admis au BEPC. Leur corps se trouve présentement à la morgue de l'hôpital de district de Bafan. Dans le reste de l'actualité, l'école des infirmiers diplômés d'État en Konsamba, dans le département du Mungo, vient de mettre
une nouvelle cuvée de jeunes infirmiers diplômés sur le marché de l'emploi. Environ une cinquantaine de candidats ont été enregistrés lors des soutenances, marquant la fin de l'année académique 2016-2017. Les candidats qui se réjouissent pour la plupart de leur parchemin ne manquent pas d'exprimer leur crainte. Ils souhaitent que l'État facilite dans les plus brefs délais leur intégration afin de ne pas perdre la main. Ces derniers, soucieux de mettre en pratique les enseignements reçus, disent toute leur détermination à servir les populations. L'insalubrité règne en maître dans plusieurs localités semi-rurales situées dans les zones reculées au Cameroun. Malgré l'instauration des journées de propreté, cela n'a rien changé en Konsamba, dans le département du Mungo. Ni les autorités, encore moins les usagers, ne se mobilisent assez pour permettre et effectuer l'embellissement de cette ville. Reportage Cyril Diemba et Donald Anouzwa. La ville de Konsamba, située dans le département du Mungo, région du littoral, renoue peu à peu avec l'insalubrité. Les journées citoyennes de propreté initiées par les autorités administratives et municipales sont désormais boycottées par les commerçants. Ces derniers, invités à des séances d'investissement humain aux alentours de leur boutique tous les jeudis dès 6 heures, restent murés dans leur domicile pour attendre l'heure d'ouverture des commerces, fixée à 10 heures. Une attitude dénoncée par une population lasse de côtoyer les commerces aux alentours insalubres. Je solliciterai que le délégué permette à tous les commerçants d'ouvrir les boutiques tous le matin et mettre la propreté devant leur boutique, que de rester et à 10 heures ils viennent ouvrir avec la devanture tellement sale. Dénoncer le comportement des commerçants revient aussi à interroger l'absence de suivi autour des journées citoyennes de propreté. Certains habitants critiquent le laxisme des autorités administratives et municipales de la ville de Konsamba. Les autorités devaient normalement se balader comme ils faisaient auparavant dans les 2 mois, les 3 mois qui sont passés, et se balader chaque jeudi pour regarder ceux qui n'ont pas nettoyé la devanture de leur boutique. Donc normalement, l'autorité devait se balader pour faire ça. Il est sanctionné franchement. En Konsamba, seuls quelques commerçants ici à l'œuvre croient encore aux journées citoyennes de propreté initiées pour sortir la ville de l'insalubrité. Restons dans le Mungo, un département où les autorités municipales ont perdu la bataille face à la multiplication des montagnes d'ordures ménagères. Illustration dans ce reportage réalisé en Banga, reportage donc de Jacques Molon et Julingue Nyondé. Les chaussées envahies par les immondices, absence des bacs à ordures, pollution de l'air et de l'environnement, les habitants de la ville de Mbanga dans le Mungo en ont ras-le-bol de vivre dans une aussi grande insalubrité. Plan de la nationale numéro 5, surtout de la poubelle que nous retrouvons au niveau de Koumé. Ça salit la ville, mais la population a quand même une mairie pour s'occuper de ça. Il n'y a pas de service de collecte d'ordures dans la ville de Mbanga, contrairement à une petite ville comme Ndjombe par exemple. Il n'y a pas. Les populations se débrouillent autant qu'ils peuvent. Leur localité, transformée en dépotoir d'ordures, présente un visage peu réluisant. Accablé par les plaintes et les lamentations des populations, l'exécutif municipal, visiblement dépassé par les événements, tente de se justifier. Besoin de crier à tous les portes chaque matin, vous nettoyez votre maison, chaque matin nettoyez votre cuisine ou bien le tronçon de route dont vous êtes riverain. Ça, c'est une histoire de bonne éducation et de civisme. Malgré l'instauration d'une journée de propreté dans cette localité, les autorités municipales ont du mal à mobiliser la population autour des respects d'hygiène et de salubrité. Donc on ne peut pas dire aux gens de déposer aujourd'hui à tel endroit parce que nous ne savons pas comment les enlever. La Banque africaine de développement nous avait accordé un projet pour lequel la commune a dépensé 58 millions d'apports personnels. Le reste a été payé par la Banque mondiale, sous couvert de FECOM. La mise à disposition à la commune des véhicules pour le transport et le traitement des ordures. Nous devions avoir 10 bennes avec 2 tracteurs pour notre commune. Comme le projet n'en finit pas, on ne nous a rien livré jusqu'à présent. La situation dure depuis plusieurs semaines. Les populations qui se sont habituées à ce décor côtoient sous le regard impuissant des autorités ces ordures qui les exposent à de nombreuses maladies. Un duel de fauves est prévu demain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas et les Lions indomptables s'affrontent pour la 11e fois. Et tenez-vous bien, le Cameroun n'a jamais perdu
face au Maroc. L'historique des différentes confrontations dans ce reportage est signé Gladys Sidier. La première confrontation entre les deux pays remonte au 15 novembre 1981. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Espagne 1982. Pour le match aller au Maroc, le Cameroun s'était imposé par 2-0. Dans les rangs camerounais à cette époque se trouvaient Roger Mila, Grégoire Bida, Thomas Nkono, Abega Théophile et autres Mbida Arantes. Lors du match retour, le Cameroun bat le Maroc 2-1 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cette double victoire sur le Maroc permet au Cameroun de se qualifier pour la première fois pour la phase finale de la Coupe du Monde en 1982 en Espagne. Camerounais et Marocains se rencontrent à nouveau à Alexandrie en Égypte lors de la CAN 1986 et se séparent sur un score de parité d'1 but partout. 2 ans plus tard, le 23 mars 1988, à Casablanca, lors de la CAN, les Camerounais empêchent les Lions de l'Atlas de remporter la compétition à domicile. L'unique but de la partie est inscrit à la 78e minute par Cyril Makanaki, en demi-finale. En 1992, lors de la CAN au Sénégal, le Cameroun bat une fois de plus le Maroc, 1-0. Il faudra attendre le 15 novembre 2005 pour voir de nouveau les deux pays sur un stade. Ils se séparent dos à dos, 0 but partout lors d'un match amical qui se dispute à Clairefontaine en France. On se souvient du match du 7 juin 2009 dans le cadre des éliminatoires couplés Mondial CAN 2010. Le score est de 0 but partout pour le match aller disputé à Yaoundé. Quelques jours plus tard, le 14 novembre, le Cameroun bat le Maroc à domicile, 2-0. La dernière rencontre entre les deux fauves remonte au 13 novembre 2011 en match amical. Ils se séparent sur un score nul d'1 but partout. En termes de statistiques, les deux équipes se sont rencontrées 10 fois, avec 6 victoires pour le Cameroun et 4 matchs nuls. Le Maroc va donc tenter de défier le Cameroun ce 10 juin sur ses propres installations au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de l'Atlas vont tenter de briser le signe indien lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Ce sera la 11e rencontre entre le Cameroun et le Maroc. Précisons que l'actuel sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Broos, souhaite que ses poulains terrassent leur adversaire lors du match prévu demain au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi du côté de Yaoundé. Les enjeux de ce match, mais aussi le bilan du championnat d'Afrique de karaté seront à l'ordre du jour de l'émission Horizon Sport présenté ce soir par Étienne Pascal Azégué et comme invité Maître Wakam, qui est le secrétaire général de l'association justement de l'Union des fédérations africaines de karaté et organisateur de ce championnat d'Afrique de karaté. Des reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue La Roche qui célèbre l'excellence scolaire au terme de l'année scolaire 2016-2017, des élèves qui ont été primés, mais aussi des enfants de la maternelle qui ont brillé par leur prestation durant la célébration de l'excellence scolaire dans cet établissement. Reportage. Le groupe scolaire bilingue La Roche célèbre ses lauréats. C'est au cours de la cérémonie de graduation de la 5e promotion baptisée Exploit 2017 que les élèves du cours moyen 2 des sections francophones et anglophones se sont succédés pour présenter aux parents leur savoir acquis pendant l'année scolaire. Sous le signe de notre travail qui est discipline, travail et succès. Et que vive le groupe scolaire bilingue La Roche, les lauréats. Les récipiendaires, à travers le chant mondialement connu We Are the World, ont présenté l'image d'un Cameroun un et indivisible. La traditionnelle cérémonie de graduation a été marquée par la remise des bourses aux élèves qui se sont distingués par leurs résultats retentissants. Je me sens très fière parce que mes parents sont aussi contents de moi et c'est grâce à eux et les maîtres que je suis sortie parmi les premiers. Et je dis un grand merci. Le groupe scolaire bilingue La Roche, reconnu pour ses prouesses académiques, a une fois de plus marqué un pas de géant cette année. Il a obtenu un taux de réussite de 79,58% aux examens concours officiels. Le bilan ne peut être que ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est élogieux. Je pense que je porte la palme d'or
En Douala 5e pour moi. Créé depuis 1992, le groupe scolaire bilingue La Roche a profité de cette occasion pour célébrer ses 25 années au service de l'éducation des enfants. Oui, vraiment, je suis très ému. 25 ans, on ne s'en rend pas compte. Pourtant, ça fait du chemin. Beaucoup d'enfants passés ici sont déjà des pères d'enfants qui viennent encore fréquenter ici. Je remercie particulièrement ceux qui ont eu à supporter la charge, certaines frustrations pour tenir bon. 25 ans dans une entreprise, vraiment, il faut le faire et je les remercie. Il y en a qui vont même partir à la retraite sortant d'ici. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de fondateurs n'encadrent pas autant leurs élèves. Je voudrais par la même occasion, et s'il y a eu des manquements qui comprennent que toute œuvre humaine a des imperfections, peut-être qu'eux ils ont payé le prix, ceux qui viendront peut-être bénéficieront de leur patience. Je vous remercie. Applaudissons s'il vous plaît, 25 ans, n'est pas 5 jours, n'est pas 25 jours. Les bouts de choux ont eu droit à leur fête de fin d'année. Chants, récitations et danses de ces tout-petits n'ont pas laissé le parterre d'invités indifférents. Ceux de la grande section, samedi 3 juin, autour le talent de journaliste. À plus de 90% à Yaoundé. Nous allons du côté du soleil levant. Scientifique de toi Le groupe scolaire bilingue La Roche est une institution privée d'enseignement primaire et maternel à cycle complet, située à Bonamoussadi, au cœur du quartier Santa Barbara. Il est doté d'une prématernelle, de 2 sous-systèmes francophones et anglophones et de plusieurs bus devant assurer le transport des élèves. La célébration de l'excellence scolaire s'est aussi déroulée dans une ambiance riche en sons et en couleurs dans le groupe scolaire Monceau situé à Bonabéry. Reportage. Départ en vacances festif au groupe scolaire bilingue Monceau, situé dans le 4e arrondissement de Douala. Élèves, enseignants, personnel administratif, parents et les invités spéciaux, tous étaient présents dans l'enceinte de l'établissement. Pour terminer l'année scolaire en beauté, les encadreurs et les apprenants ont proposé au public une série d'animations diverses, partant des tout petits de la maternelle, avec des récitations. Jusqu'à l'heure aînée du primaire, avec des playbacks et autres intermèdes. Tout était bien organisé pour que la fête soit belle. Des artistes triés sur le volet sont venus communier avec les élèves du groupe scolaire bilingue Monceau pour leur départ en vacances. La diversité culturelle du Cameroun était à l'ordre du jour. Les élèves n'ont pas manqué de mettre en avant le bilinguisme. Je m'appelle Toufa Corinne Bendiga. Je dis merci à ma maîtresse. Au maître. Parce qu'il m'a appris pour que je passe l'examen pour partir en 6e. Je remercie l'école avec la fondatrice. Les plus méritants ont été récompensés. Ils sont repartis avec des cahiers et des livres, de quoi leur permettre de mieux aborder l'année scolaire à venir. Satisfaction aussi pour les parents qui saluent la performance de leurs enfants et qui reconnaissent le sérieux avec lequel les cours sont dispensés au groupe scolaire bilingue Monceau. En ce qui concerne mes enfants, eux tous, ils ont fait vraiment un bon résultat pour moi. Ça veut dire donc que toutes les dépenses, tout ce que j'ai fait pour eux n'est pas vraiment passé pour rien. Chaque parent doit être fier de voir que ses enfants ont vraiment donné ce qu'il attendait à eux d'eux. Merci à la fondatrice parce que quand la fondation est bien, c'est que tout doit aller bien. J'apprécie tellement l'école Monceau. Depuis 3 ans que je suis à l'école Monceau, j'ai toujours apprécié.
que 3 enfants ici, là-dedans. Et comme ils ont commencé, ils vont finir à l'école Monceau. Le groupe scolaire bilingue Monceau, c'est une équipe de jeunes enseignants dévoués à la tâche qui se donnent corps et âme pour maintenir le taux de réussite de 100% depuis 5 ans. Je suis tellement content, je suis fier. On va faire l'effort d'être plus haut que ça. J'ai été content du travail que mes enseignants ont fait, puisque j'étais toujours derrière eux pour veiller à ce que tout soit en marche. Le dynamisme qui caractérise les enseignants de cet établissement est surtout impulsé par la fondatrice qui met tous les moyens en œuvre pour avoir de bons résultats. Cette année, nous avons eu 100%. Depuis 5 ans que j'ai ouvert cette école, nous avons que 100%. Donc, ce que je peux promettre aux parents, c'est tout simplement de voir les résultats et ça dit tout. L'année scolaire 2017-2018 se prépare déjà dans ce cadre approprié, favorable à l'épanouissement des élèves. Les inscriptions au groupe scolaire bilingue Monceau débutent au mois de juillet. Juste l'éducation de base. Ça, je vais vous donner. Which number is this? Everybody. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous invite à suivre le grand rendez-vous de l'économie juste après cette édition du 20h à l'occasion de la deuxième rencontre du Club Afrique Développement Tendance économique analyse un paradoxe vécu en Afrique. Malgré son énorme potentiel agricole, les politiques publiques ont échoué dans la révolution verte. Pour en parler, l'invité de Tendance économique est le président de l'organisation patronale ECAM, Proter Ayangma, invité de Tendance économique, à suivre juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. Avec Cyril et Joël Essengé. Coup d'accélérateur dans la lutte contre la piraterie maritime. Aux côtés du gouvernement camerounais, représenté par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth, l'Union européenne lance le projet Gogin, destiné à accentuer les actions de maintien de la paix et de la sécurité dans le golfe de Guinée. Un projet qui permet aux marines nationales d'intervenir sur des actes de piraterie maritime dans un cadre légal de coopération qui permet par exemple à une marine d'un pays d'intervenir sur le territoire maritime d'une autre marine. C'est également un cadre juridique, c'est-à-dire de pouvoir traduire des criminels devant la justice dans un cadre juridique qui est déterminé et qui est commun à un ensemble de pays. C'est par ailleurs un échange de renseignements par des réseaux techniques et c'est enfin de la formation continue de la plupart des acteurs, police, justice, affaires maritimes. Plus concrètement, Expertise France, organe technique de mise en application de la nouvelle plateforme, apportera un appui en termes de logistique, de formation des personnels et d'échange de renseignements entre pays membres du Gogin, Golfe de Guinée. Et pour ce faire, Expertise France utilisera 3 outils. Le premier outil, c'est une architecture informatique, un réseau informatique physique à base de logiciels et d'ordinateurs qui va permettre à tout le monde d'être connectés ensemble. Ensuite, de faire travailler ces gens ensemble. Beaucoup de ministères sont impliqués dans les affaires de la mer, même si bien sûr on pense tout de suite à l'action en mer, aux navires militaires, etc. Mais ça va bien au-delà. Il faut que tout le monde partage les savoir-faire et une culture commune pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce que l'on va aussi favoriser au travers des exercices et des formations que l'on va proposer à nos partenaires africains. La piraterie maritime, qui se traduit par le trafic de la drogue, la pêche illicite, pour ne citer que ces quelques fléaux, est une véritable gangrène pour les pays membres du Golfe de Guinée. Après Yaoundé, pour le compte de l'Afrique centrale, un autre mémorandum d'entente est annoncé dans les prochains jours avec la CEDEAO. 3 semaines après les révélations accablantes de l'enquête sur le drame ferroviaire d'Ezeka, la locomotive de Cam Rail connaît des zones de turbulence, je vous le disais en titre. Son président de conseil d'administration, Amadou Sali, mais aussi le directeur des entreprises publiques, Warren Zede et Donald Brice Kamga. Leurs noms ont fini par se confondre au logo des sociétés qu'ils dirigent. 24 ans d'affilée à la tête de la Société nationale d'hydrocarbures, Adolphe Moudiki trône.
bien que physiquement diminué et cité dans les acquisitions de l'avion présidentiel et du bateau Rio del Rey, l'administrateur directeur général de la SNH garde son influence dans les cercles de décision du pouvoir depuis sa nomination au poste en 1993. Depuis septembre 2003, elle tient la Société nationale d'investissement. Avec 14 ans à la tête de la SNI, Yao Aïssatou, baptisée la Dame discrète, a fait du silence sa marque de fabrique. Très effacée de l'espace public, la présidente nationale de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est passée inaperçue. Une discrétion perturbée depuis peu par ses convocations au tribunal criminel spécial. Le TCS qui s'intéresse depuis peu également à David Koto Emane. Le DG de la Cameroun Telecommunication Camtel passe sa 12e année à la tête de l'opérateur public de la téléphonie depuis son arrivée le 24 février 2005. L'une des patates chaudes de l'inamovible DG, c'est le dossier tumultueux de pose du réseau de la fibre optique sur le territoire national. 11 ans de bail pour Mike Ndoping et Jérôme Vanda. Le premier est directeur général de l'Office national du cacao et du café, ONCC. Le second, directeur général de la Société de développement du cacao et du café, Sodecao. Des directeurs généraux et bien d'autres gardés à leur poste en violation de l'article 47 de la loi du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Cette disposition fixe à 3 ans, renouvelable 2 fois, la durée des mandats des directeurs généraux ainsi que de leurs adjoints, soit une durée maximale qui ne doit excéder 9 ans. Après la désignation d'un candidat à nommer membre du Conseil constitutionnel, le débat s'enflamme à la Chambre haute du Parlement. Des sénateurs s'étripent sur la mise en œuvre de l'architecture institutionnelle. D'un côté, bonsoir à tous. À la une de ce journal, des turbulences dans la locomotive de Cam Rail. Son président de conseil d'administration et son directeur général contraints de démissionner sous l'effet d'une énorme pression liée aux révélations accablantes de l'enquête sur le drame ferroviaire des ECA. L'étau se resserre autour de ce top management accusé d'avoir ignoré les risques élevés de survenance de la pire catastrophe ferroviaire jamais vécue au Cameroun. À suivre dans ce journal, un nouvel épisode du Railgate. Le débat s'enflamme au Sénat après la désignation d'un candidat à nommer membre du Conseil constitutionnel. Des parlementaires de l'opposition fustigent 20 ans d'inertie dans la mise en œuvre de l'architecture institutionnelle au Cameroun qui est orchestrée pour maintenir le régime de Yaoundé au pouvoir. Un avis que ne partagent pas des sénateurs du RDPC. Leur regard croisé, c'est à suivre au cœur du chapitre politique de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'escale internationale avec l'Afrique qui prend position dans une crise diplomatique sans précédent. Plusieurs pays ont décidé de rappeler leur ambassadeur résident au Qatar, un pays de plus en plus isolé et accusé de soutenir le terrorisme dans le monde. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. L'Afrique, à travers de nombreux pays, a choisi de dire son mot dans cet ostracisme du Qatar. Ostracisme impulsé par l'Arabie Saoudite. D'abord l'Égypte, ensuite la Libye, pour ce qui est des pays du Maghreb. Ceux-ci ont décidé de rompre tout lien avec le petit État gazier du Golfe. La Mauritanie a emboîté le pas en rappelant son ambassadeur, tout comme le Sénégal ou encore le Tchad et Djibouti. Le Gabon et d'autres États africains se sont refusés de rompre totalement les relations avec Doha, préférant l'option de la prudence tout en affichant leur soutien aux frondeurs.
Tous ces pays reprochent au Qatar son soutien aux terroristes. L'on parle par exemple du dépôt de près de 8 milliards de dollars par le Qatar dans une banque. Le général Didier Van der Bord démissionne, des départs plus ou moins liés à ce drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 et le fait que Camrail ait été cité comme principal responsable de ce drame, l'étau judiciaire qui se resserre autour de ceux qui sont accusés d'avoir ignoré les risques élevés de la survenance de ce drame ferroviaire. Eric Watat et Donald Brice-Kamga évoquent ce nouvel épisode du Railgate dans ce reportage. Du communiqué, l'on apprend que le président du conseil d'administration de Camrail, Amadou Sali, qui occupait la fonction depuis 8 ans, a démissionné. Il est remplacé par le nommé Aboubakar Abo, administrateur civil principal précédemment en service au Premier ministère. Aucune raison officielle n'a été donnée sur le départ de ces députés. Le directeur général de la Cameroun Railway, le français Didier Van der Bord, lui également quitte ses fonctions. Il a souhaité se consacrer à l'instruction à temps plein des suites de l'accident ferroviaire des États, fait savoir le communiqué de Camrail. Didier Van der Bord a été remplacé par Jean-Pierre Morel comme directeur général, apprend-on. Ces démissions interviennent près de 3 semaines après la publication des éléments de l'enquête ouverte, après le drame du 21 octobre 2016 à Ezeka. Le contenu du rapport d'enquête relevait alors la responsabilité à titre principal de Camrail dans la survenance de la catastrophe ferroviaire qui avait officiellement fait près de 80 morts et une centaine de blessés. De la communication de Camrail, l'on apprend par ailleurs que 50% des dossiers ouverts par les familles des décédés du drame ont donné lieu, je cite, à la finalisation d'un accord d'indemnisation. À en croire le communiqué, 75% de blessés ont reçu soit des indemnisations définitives, soit des avancées de fonds, dans l'attente des dossiers administratifs finaux. Au chapitre des biens matériels, Camrail fait savoir que 590 personnes ont reçu des indemnisations totales ou partielles. Le limogeage de Jean-Louis Bemenge à la tête de l'agence de régulation des télécommunications remet au goût du jour la longévité illégale de plusieurs personnalités à la tête des organismes publics et entreprises parapubliques. Malgré l'existence de certains textes de loi qui limitent à 9 ans leur mandat, plusieurs directeurs d'entreprises parapubliques battent des records de longévité à la tête de ces structures, un enlisement qui, bien sûr, cause de sérieux problèmes sur le plan structurel et fonctionnel. Tunisienne, il y a quelque temps pour le financement d'Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes présentes en Afrique du Nord. Il est aussi reproché au Qatar la propagation des idées extrémistes et l'entretien des foyers de tension dans de nombreux pays arabes. Cette rupture, qui se manifeste à plusieurs niveaux, serait, selon certains observateurs, la résultante des pressions des États-Unis qui voient d'un mauvais œil la trop forte proximité entre le Qatar et certains États dits voyous, tels l'Iran. Parlons à présent de l'annonce faite par la présidence du Nigeria qui fait savoir que Muhammadu Buhari sera de retour ce week-end dans son pays après plus de mois passés en Angleterre pour un repos médical. La santé du président nigérian qui suscite de nombreuses inquiétudes depuis quelques mois du côté du Nigeria. On en parle dans ce reportage signé Mirabel Mazo. L'état de santé du président nigérian se serait amélioré. Muhammadu Buhari, reparti à Londres en début du mois de mai pour des examens médicaux, pourrait rentrer au Nigeria ce week-end selon la présidence nigériane. Il s'agit là de sa deuxième hospitalisation après celle de mars dernier qui avait fait naître des spéculations. De retour de son voyage à Londres il y a quelques jours, où elle était voir son époux, Aïcha Buhari, l'épouse du président, a fait savoir que ce dernier récupère rapidement et pourrait rentrer ce samedi. Toute la lumière n'a pas été faite sur l'état de santé du président nigérian, mais l'on sait cependant qu'il souffrirait d'une otite, selon la présidence. Âgé de 76 ans, Muhammadu Buhari n'a pas pris part ce dimanche au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Monrovia. Il n'était pas également présent au Conseil des ministres de son pays. Les Nigérians inquiets sur l'état de santé de leur président attendent avec impatience son retour ce week-end.
Toujours dans ce chapitre international, des pays africains avouent leur impuissance face à la recrudescence de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Au regard des enjeux géoéconomiques et politiques, l'Union européenne propose des sessions de formation, des appuis logistiques, mais aussi l'harmonisation des cadres juridiques favorisant le droit de poursuite entre les différents pays, sur les eaux territoriales des différents pays engagés dans la lutte contre la piraterie maritime. Reportage